1943. Sir Harry Hawks, l'homme le plus riche de l'Empire britannique, est sauvagement assassiné aux Bahamas, alors que la Seconde Guerre mondiale déchire l'Europe. Plusieurs éléments ont été recensés sur la scène de crime, d'imposants trous dans la tête, la présence de brûlures et de plumes sur le cadavre. L'assassin a fait preuve d'une extrême violence, car Hawks était un homme robuste. Suite à l'enquête, un monde trouble impliquant corruption policière, argent nazi et monarchie anglaise sera dévoilé au grand jour. Le duc de Windsor était impliqué dans de nombreuses activités dont il aurait dû rester éloigné. Le gouvernement britannique de l'époque est très préoccupé par les fortes sympathies nazies de l'épouse du duc, Wallis Simpson. Wilhelm Hermann Göring. I think it's a very fertile ground for conspiracy theorists. He wound an electric flex while around. No home in the world unattacked. Yes, he had not committed suicide, but that he had been murdered. Defendants make final statements to the tribunal. Ich selbst möchte aber hier ganz aus der Tiefe meines Nassau, capitale des Bahamas. Aujourd'hui, une destination de rêve. La beauté de sa nature, ses plages de sable fin et ses eaux claires ont fait sa réputation partout autour du globe. Mais en 1943, c'est le meurtre de Sir Harry Hawks qui va diriger les projecteurs sur l'archipel et lui donner un parfum de scandale, de corruption et de mystère. L'idée a été de choisir un bouc émissaire parmi le cercle proche de la victime, une personne innocente, mais susceptible d'avoir des raisons de commettre ce meurtre. J'aurais été très intéressé à l'idée d'examiner les preuves apportées par l'enquête si elles n'avaient pas été obstruées à l'époque. De nombreuses accusations de sympathie pour le Troisième Reich pèsent alors sur le duc et la duchesse de Windsor. Le FBI a mis le duc et la duchesse sous étroite surveillance, car le gouvernement britannique et la famille royale ont eux-mêmes demandé à ce que ce soit fait. Avant sa mort, l'Américain Harry Hawks est un homme très riche et donc influent. Il devient prospecteur en 1889 au moment de la ruée vers l'or dans le Klondike. Il a passé sa jeunesse à chercher le filon ultime et l'a finalement trouvé au Canada à l'âge de 40 ans. En 1912, Hawks trouve de l'or dans l'Ontario et s'approprie la mine de Lake Shore, la seconde plus grande exploitation de toute l'Amérique du Nord. Hawks fait alors fortune, mais il est mécontent du régime fiscal canadien. Hawks devait payer 85% d'impôts sur les bénéfices que lui rapportait la mine et faisait partie des gens les plus imposés du pays. Un jour, il découvre que la fiscalité est bien plus légère aux Bahamas et décide logiquement de s'y installer. Hawks est fait citoyen britannique et chevalier en 1935, puis s'installe dans la petite colonie des Bahamas. Nassau était alors peuplé de 40 000 habitants environ, ce qui est bien moins qu'à l'heure actuelle. La communauté de gens aisés et blancs était assez réduite. La plupart de ces personnes avaient fait fortune dans la contrebande, le blanchiment d'argent, le contournement de blocus et divers types d'activités frauduleuses. Le pays est à la recherche d'investisseurs et Harry Hawks est accueilli à bras ouverts par l'élite locale. Hawks était l'homme le plus riche de l'Empire britannique. Sa richesse était estimée à 200 millions de dollars en 1943. Je n'imagine même pas la valeur d'une telle fortune à l'heure actuelle, mais il serait multimilliardaire. La guerre éclate en 1939.
Mais Nassau n'en ressentira pas les effets. Situés à des milliers de kilomètres des champs de bataille européens, les Bahamas se trouvent très loin du conflit. C'est pourquoi le gouvernement britannique décide que c'est le meilleur endroit où envoyer son ancien et controversé roi. Édouard VIII, duc de Windsor, est nommé gouverneur général des Bahamas en 1940. Gouverneur des Bahamas semble être un poste séduisant, mais pas assez pour une personne qui a dirigé l'Empire britannique. L'île est minuscule, sans grande importance. Le duc de Windsor a vécu cette nomination comme une humiliation. Les journaux américains vont même jusqu'à caricaturer sa nomination en l'annonçant comme le nouveau gérant d'un gigantesque complexe hôtelier au soleil. Le duc de Windsor accède au trône de Grande-Bretagne en 1936, mais décide d'abdiquer la même année afin de pouvoir épouser Wallis Simpson, une femme divorcée. L'abdication et le mariage créent le scandale partout dans l'Empire. En s'installant loin de son ancien royaume, le duc de Windsor se voyait offrir la possibilité de se faire oublier de ses anciens sujets. Le duc de Windsor était devenu embarrassant pour la famille royale et le gouvernement britannique, car quelques années avant le début de la guerre, il a publiquement proclamé son admiration pour le Troisième Reich à plusieurs reprises. Le gouvernement britannique craignait que le duc et son épouse s'abordent l'effort de guerre et que leur sympathie pour le Reich mène à la défaite de la Grande-Bretagne. Ils étaient considérés par Churchill, entre autres, comme nuisibles. Churchill va alors proposer un compromis, nommer le duc de Windsor gouverneur général des Bahamas. Un poste sans grande importance, très loin de Londres, afin qu'il ne puisse compromettre l'effort de guerre britannique. Le couple est accueilli à bras ouverts par l'élite de l'île et tisse immédiatement de forts liens avec Sir Harry Hawks, sa fille Nancy, son époux Alfred de Marigny et Harold Christie, un riche homme d'affaires originaire de l'île. Harold Christie est alors l'agent immobilier numéro 1 de l'archipel. C'est lui qu'il faut connaître pour vendre ou acheter dans les Bahamas. Si vous vouliez acheter un terrain, une île ou un îlot, c'est à lui qu'il fallait s'adresser. Sir Harry Hawks est très rapidement devenu son principal client. Il lui a acheté d'énormes terrains et des îles. Et avec le temps, ils sont tous les deux devenus des amis proches. Autre figure importante de l'archipel, Axel Wenner-Gren, industriel suédois, un des hommes les plus riches du monde. Ce Suédois était à la tête de l'empire Electrolux. Cette entreprise a vendu les premiers aspirateurs et réfrigérateurs. Puis, elle s'est très rapidement diversifiée dans la Syrie. Et elle est devenue l'un des plus grands fabricants de papier au monde. Wenner-Gren est un personnage à la réputation sulfureuse, du fait de certaines amitiés et activités peu recommandables. Il était un ami de Göring, le numéro 2 d'Hitler, et avait créé de nombreuses affaires pas très claires au Mexique. Cet homme, du fait de sa richesse, pensait pouvoir influencer le destin du monde. Il se considérait tout puissant. La vie aux Bahamas est bien éloignée de l'horreur qui déchire l'Europe à l'époque. Tout le monde se connaît, les rues sont sûres, le taux de criminalité est à peu près nul. Jusqu'à ce jour de 1943, la tranquillité de l'île sera perturbée à jamais. Le 7 juillet 1943, Hawks reçoit des amis dans sa propriété de Nassau. Un à un, ses invités quittent la propriété. Bientôt, il ne reste plus qu'Hawks et Christie. Ils
vont parler affaires et jouer aux dames jusqu'à la tombée de la nuit. Comme souvent, Hawkes propose à Christie de dormir dans une chambre d'amis et chacun regagne ses appartements. Ils se rendent tous deux dans leur chambre et avaient pour habitude de se retrouver le matin sur la terrasse pour prendre leur petit déjeuner ensemble. C'était un genre de rituel accompli à chaque fois que Christie dormait chez Hawkes. Le lendemain matin, Christie va retrouver son ami qu'il pense être endormi. Mais il va faire une macabre découverte. Il entre dans la chambre et découvre que Hawkes a été assassiné. Plusieurs éléments ont été recensés sur la scène de crime. Il avait reçu de violents coups à la tête. L'assassin a tenté de mettre le feu au lit. Des plumes ont été retrouvées sur le cadavre. La découverte a dû choquer Christie. Sir Harry Hawkes était un homme robuste et musclé, puisqu'il était ancien mineur. Il s'est probablement débattu avec force. Et pour en venir à bout, son assassin a fait preuve d'une extrême violence. Christie lance l'alerte et prévient les autorités. Lorsque le duc de Windsor apprend la nouvelle, il va étrangement faire fermer le bureau du télégraphe de l'archipel et tenter de convaincre les journaux locaux de ne pas ébruiter l'affaire. Le duc de Windsor a tenté d'empêcher l'information de circuler, mais il a échoué, car une des premières personnes informées du meurtre par Christie sera Étienne Dupuche, éditeur du plus important journal local. Christie va lui indiquer au téléphone que Hawkes est mort. Dupuche va lui demander s'il en est sûr et Christie va confirmer. La nouvelle fera très rapidement le tour du monde grâce aux organes de presse tels que Reuters et Associated Press. À Nassau, aux Bahamas, Sir Harry Hawkes, le multimillionnaire de 69 ans, a été assassiné dans sa luxueuse demeure. Dans sa chambre, le chercheur d'or a été retrouvé battu à mort et brûlé. Madame Hawkes était absente au moment des faits, tout comme la plus grande richesse du millionnaire d'après ses dires, sa fille Nancy de 19 ans, qui a récemment épousé un homme qui n'avait pas les faveurs de Sir Hawkes, Monsieur Alfred de Marigny. La nouvelle a fait la une de tous les journaux britanniques de l'époque, et même éclipsé la guerre, parce que Hawkes était très célèbre dans le royaume. Sa mort a fait couler beaucoup d'encre. La nouvelle de la mort de Hawkes se répand comme une traînée de poudre. Et au lieu de laisser la police locale enquêter, le duc de Windsor décide de prendre les rênes de l'enquête. En tant que gouverneur général des Bahamas, le duc de Windsor contrôle l'île. Ce n'est pas juste un titre honorifique. C'est donc à lui que revient la responsabilité de prendre les décisions dans ce genre d'affaires. À l'époque, les Bahamas sont une colonie britannique et se trouvent donc sous la juridiction de Scotland Yard. L'homme le plus riche de l'Empire britannique vient d'être assassiné. Et pourtant, le duc de Windsor ne demandera pas l'intervention des autorités policières anglaises. Au lieu de cela, il va demander assistance du côté des États-Unis. La première chose qui frappe, c'est que la police locale et britannique soit écartée par le duc en personne. Le duc va demander à ce que les hommes de la police de Miami soient envoyés sur l'île. Le duc de Windsor semble inquiet des potentielles découvertes de Scotland Yard en cas d'enquête approfondie sur l'île. Mais que tente-t-il de cacher ? Le duc et la duchesse de Windsor éprouvent une profonde aversion pour Scotland Yard et énormément de méfiance. Ils sont persuadés qu'en étant envoyés sur place aux Bahamas, les enquêteurs de Scotland Yard
en profiterait pour espionner le couple et fournir des informations capitales que les époux souhaitent alors cacher et conserver secrètes. D'après eux, cet espionnage serait commandité par la famille royale ou par Winston Churchill, le Premier ministre britannique de l'époque. Le duc de Windsor va clairement empêcher les enquêteurs de Scotland Yard de venir fouiner sur l'archipel. Le duc de Windsor sait déjà à qui il va confier l'affaire. Un officier dont il a fait la connaissance au cours d'une de ses précédentes visites aux États-Unis. Au cours d'une visite officielle à Miami, le duc de Windsor a fait la connaissance du capitaine Melsham. Dès la découverte du corps de Hawkes, il va directement contacter le département de police de Miami et demander à ce que Melsham soit envoyé aux Bahamas. Les capitaines James Melsham et Edward Barker, de la police criminelle de Miami, arrivent sur place 6 heures après le signalement du meurtre. Si le duc tente de dissimuler un secret, qu'est-ce qui lui fait croire que les enquêteurs américains ne le découvriront pas? D'après moi, le duc de Windsor est persuadé de pouvoir manipuler Melsham et Barker. C'est pour cette raison qu'il les contacte. Il souhaite orienter les enquêteurs et leur investigation pour de nombreuses raisons obscures. Très vite, les 2 enquêteurs américains seront fustigés pour leur amateurisme. Ils sont presque arrivés les mains dans les poches. Ils n'ont amené aucun appareil photo parce que Barker avait laissé le sien à Miami. Il va déclarer pour sa défense qu'avant de partir, on lui aurait dit que c'était un suicide et que son équipement n'était pas nécessaire. Ce qui est étonnant, c'est que le capitaine Barker n'a rien fait pour se procurer un appareil photo sur place. N'importe quel appareil aurait pu faire l'affaire pour photographier des empreintes, par exemple, car ils sont adaptables et peuvent avoir plusieurs utilités. Étrangement, Barker ne ressentira pas le besoin de s'en procurer un. Les gens étaient autorisés à entrer et sortir de la maison. La scène de crime a rapidement été contaminée par des traces de pas étrangers, de sable apporté dans la maison, ainsi que de boue, car il avait beaucoup plu durant la nuit. N'importe quel policier sait très bien que l'accès d'une scène de crime doit être interdit pour éviter tout risque de contamination et préserver ainsi les preuves présentes sur place. Ce qui n'a pas été fait dans le cas qui nous intéresse. Au cours de l'inspection initiale de la scène de crime, Barker va indiquer que les conditions dans la chambre empêchent le prélèvement d'empreintes. Barker va déclarer qu'à cause de l'humidité ambiante, le prélèvement d'empreintes digitales, qui était son expertise, est impossible, car il a peur de les faire disparaître et de les perdre. Or, les empreintes digitales étant le fruit de la sueur, lorsque le taux d'humidité est élevé, elles sont plus facilement détectables. À ce niveau, ce n'était même plus de l'amateurisme. On était bien au-delà. L'enquête menée par ces 2 hommes n'était clairement pas adaptée, et la manière de procéder l'était encore moins pour une affaire aussi grave, car un homme avait été sauvagement assassiné. Harold Christie, qui se trouvait dans la chambre située en face de celle de la victime au moment des faits, indique aux enquêteurs qu'il n'a rien entendu cette nuit-là, si ce n'est les moustiques et la tempête qui a frappé l'île. Mais il va leur fournir le nom d'une personne susceptible de les intéresser, le gendre de Harry Hawkes, Alfred de Marigny. Les enquêteurs vont très rapidement se pencher sur le gendre de Harry Hawkes. Après avoir reçu les résultats de l'autopsie, ils savent que la victime a été assassinée peu après minuit. Et de Marigny déclare avoir déposé des amis à leur domicile la nuit du meurtre. Ces domiciles étant situés à proximité de la propriété de Hawkes. Sur l'île, tout le monde sait que Hawkes ne s'entend pas avec son gendre. Les relations entre les 2 hommes sont pour le moins tendues. De Marigny épouse Nancy Hawkes, qui n'a que 18 ans à l'époque. Il en a 36 et a déjà été marié auparavant. Cette relation est considérée comme suspecte et intéressée, car pour beaucoup de personnes, dont le père de la mariée, de Marigny en veut principalement à la fortune de Hawkes.
De Marigny est interrogé sur la petite fête organisée chez lui le soir du meurtre. Il déclare ne pas avoir quitté les lieux, si ce n'est pour accompagner plusieurs de ses invités à leur domicile vers 1 h du matin. Il reviendra chez lui 45 minutes plus tard. Mais Barker a une autre raison de suspecter de Marigny. Les enquêteurs ont cherché des traces de brûlure sur le corps de Marigny, car l'assassin a tenté de mettre le feu à la chambre et, après analyse, ils vont prétendre avoir trouvé des traces de brûlure au niveau de ses cheveux, de ses mains et de ses bras. Il est très rapidement devenu leur principal suspect. L'autopsie permet de situer la mort de Harry Hawks entre 1 h et 3 h 30 du matin. De Marigny devient donc le principal suspect des enquêteurs. Il est arrêté dès le lendemain. Le lendemain matin, De Marigny est de nouveau convoqué au poste de police où il est une fois de plus interrogé sur ses déplacements au cours de la soirée. Quelques heures plus tard, Melsham et Barker ordonnent son arrestation. Accusé du meurtre de son beau-père, De Marigny risque la peine capitale par pendaison. Mais une personne refuse d'accepter sa culpabilité, son épouse Nancy, la fille de la victime. Nancy Hawks ne se trouve pas sur l'île au moment du meurtre de son père, mais elle est intimement persuadée de l'innocence de son mari. Elle va le soutenir et tout faire pour l'aider à prouver qu'il n'a pas commis ce crime. Pour cela, elle va engager la meilleure équipe d'avocats possible et leur confier la mission d'innocenter De Marigny. Nancy prétend que l'enquête menée par les Américains est un coup monté pour faire accuser son mari. Elle est persuadée que des membres de l'élite de l'île ont fomenté un complot afin d'éliminer son père. Et elle suspecte particulièrement le duc de Windsor. Alfred de Marigny est la cible idéale pour un tel complot. Sa mauvaise entente avec son beau-père dirigeait tous les soupçons sur lui. Et le duc de Windsor semble avoir tiré les ficelles pour que l'enquête suive cette direction. Il voulait clairement voir De Marigny pendu au bout d'une corde. Et la nomination de Barker et Melsham à la tête de l'enquête avait pour but de mener à ce dénouement. Le duc de Windsor méprise De Marigny et c'est réciproque. Tout le monde sur l'île est au fait de cette haine cordiale. De Marigny était un provocateur qui savait très bien appuyer là où ça faisait mal, grâce à de petites piques discrètement envoyées ici ou là. Il surnommait le duc le roi déchu nommé gouverneur d'une île de 3e zone. Il faisait tout pour le ridiculiser. Et ça, le duc de Windsor ne l'a jamais oublié. Mais cet antagonisme et ces petites attaques sont-elles des raisons suffisantes pour fomenter un tel complot? Si ce n'est pas le cas, De Marigny avait-il des raisons d'éliminer le père de son épouse? Il ne fait aucun doute que le duc de Windsor souhaite alors éviter tout examen de ses activités financières de l'époque. Une enquête approfondie sur le meurtre aurait révélé des affaires pas très claires de sa part, mais aussi de la part d'autres membres de l'élite de l'archipel. C'est pourquoi ces policiers américains se sont vus confier l'enquête. Axel Wennergren, propriétaire de l'entreprise Electrolux, est alors un des hommes les plus riches du monde. Il détient de nombreux intérêts partout autour du globe. Il est propriétaire d'une île des Bahamas et il est également suspecté de traiter avec les nazis. Il se disait que d'énormes sommes d'argent nazis étaient blanchies par le biais des entreprises de Wennergren, car ce dernier était déjà très lié avec eux avant que la guerre n'éclate. L'Allemagne a eu une grande influence sur cet homme. Il connaissait très bien la première épouse de Göring, qui était issue de l'aristocratie suédoise. Et ayant fait ses études en Allemagne, il était très lié aux hommes du Reich, et depuis longtemps.
Wenner-Gren arrive aux Bahamas pour la première fois à bord de son yacht, un des plus luxueux bateaux du monde. Il y achète Hog Island, rebaptisé plus tard Paradise Island, par le biais d'Harold Christie. Il injecte de colossales sommes d'argent dans l'économie locale en s'y implantant, et y crée même la Banque des Bahamas. Beaucoup pensent que ces affaires mériteraient d'être passées au crible. D'après les rumeurs, Wenner-Gren aurait créé un système financier opaque lors de son séjour à Nassau, dans lequel seraient impliqués plusieurs membres de l'élite de l'archipel, dont le duc de Windsor. Le roi déchu est passé de privilégié riche et puissant à kidam sans aucune autorité. Il était soupçonné d'être impliqué dans de nombreuses transactions illicites. Le duc est suspecté de blanchiment d'argent et d'autres activités suspectes. Le duc de Windsor avait besoin de beaucoup d'argent pour préserver le mode de vie qui était le sien avant son abdication. Le duc de Windsor et son épouse sont alors mis sous surveillance par les services secrets américains. De nombreuses suspicions planent sur le duc de Windsor et son épouse. Et elles émanent de Hoover, du FBI et même du président Roosevelt. Le FBI mènera une enquête complète sur le couple, dont le dossier sera finalement dévoilé au public. J'ai entre les mains le rapport et le dossier monté par le FBI et rendu au mois d'avril 1941. Il a été établi au moment où le duc et la duchesse de Windsor sont invités pour une simple visite de courtoisie à Palm Beach, en Floride, qui durera plusieurs semaines. Le gouvernement britannique a demandé aux services de renseignement américains à ce que cette visite soit surveillée de très près par des agents. Il fallait aussi que l'identité de toutes les personnes que le couple a fréquentées au cours de ce séjour soit fournie aux Britanniques. Le couple a été surveillé de près par le FBI. Le courrier de Wallis a été intercepté à de nombreuses reprises. Lorsque les agents apprennent que Wallis envoie son linge chez un teinturier new-yorkais, ils vont intercepter le colis pour s'assurer qu'il n'envoie rien à des agents nazis implantés aux États-Unis. Les gouvernements britanniques et américains sont alors persuadés que le couple est en contact avec des agents nazis implantés aux États-Unis. C'est pourquoi leurs agissements et mouvements au cours de ce séjour seront surveillés d'aussi près. Les Britanniques souhaitaient avoir une idée de ce qui s'était passé, car de très graves soupçons pesaient sur le duc de Windsor. Quand je dis grave, j'entends haute trahison. Le duc de Windsor n'est pas le seul à être surveillé par le FBI. Les Américains considèrent Axel Wenner-Gren comme une menace, à tel point que le FBI va constituer un dossier sur cet homme. À ce jour, c'est le plus gros dossier jamais constitué sur une personne. En 1942, le duc de Windsor se voit ordonner par le gouvernement britannique de cesser toute relation avec Wenner-Gren, qui est banni de l'archipel. L'ambassadeur britannique sur place et Churchill lui-même lui ont sommé de s'éloigner de l'homme d'affaires suédois. Le duc de Windsor fera ce qui lui est demandé. De son côté, Wenner-Gren s'exile au Mexique. Bien que banni de l'archipel, Wenner-Gren s'y rendra secrètement pour s'entretenir avec le duc de Windsor à plusieurs reprises. Le contenu de ces discussions est inconnu. Mais beaucoup pensent qu'elles étaient liées au nouveau négoce mexicain du Suédois qui impliquait Harold Christie et Harry Hawks. Ils ont créé une banque au Mexique appelée Banco Continental.
Oakes et d'autres ont investi 325 000 $ chacun, soit plus de 4 millions d'euros actuels. Après avoir été banni des Bahamas, Wenner-Gren crée la Banco Continental à Mexico, aidé par Maximino Avila Camacho, le frère du président du pays. Camacho sera vu aux Bahamas à plusieurs reprises. Il va même séjourner chez Oakes, dans sa propriété de Nassau. Quelle est l'implication du duc de Windsor dans cette affaire? Il a été dit que l'un des investisseurs de cette banque était le duc lui-même. Les Britanniques redoutaient que sous l'influence de Wenner-Gren, ces hommes d'affaires acceptent de blanchir l'argent nazi par le biais de l'établissement bancaire. Faire affaire avec l'ennemi est considéré comme un acte de haute trahison. Le genre de crime sur lequel le gouvernement britannique ne fermerait clairement pas les yeux. Est-ce la raison pour laquelle le duc de Windsor a souhaité écarter les autorités de son pays de l'enquête sur le meurtre de Harry Oakes? Le duc de Windsor savait que les autorités britanniques le soupçonnaient d'entretenir des liens étroits avec les nazis. Et les dernières personnes qu'il souhaitait voir débarquer à Nassau pour enquêter, c'était le FBI et Scotland Yard. Au point de faire inculper De Marigny pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Notre cher collègue caméraman filme l'arrivée de l'accusé et du jury qui va devoir juger de la pertinence d'une empreinte digitale, d'une chemise disparue et d'une casquette. Voici le procureur de la couronne, maître Alfred Adderley. La défense, menée par les maîtres Hollander et Higgs, et les enquêteurs américains, Barker et Melkam, qui seront appelés à la barre pour dévoiler leurs preuves. Alfred De Marigny est le coupable idéal. Sa vie va se jouer au cours de ce procès. Il va avoir besoin d'un bon avocat. Le meilleur de l'archipel se nomme Alfred Adderley. Mais il a déjà été engagé par la partie civile. De Marigny se tourne alors vers Godfrey Higgs, un très bon avocat, mais pas vraiment spécialisé dans les affaires criminelles. Adderley avait déjà plaidé dans de nombreux procès pour meurtre. Higgs n'en avait qu'un à son actif, qu'il avait perdu, et contre Adderley en plus. Toujours soutenu par son épouse, De Marigny engage Godfrey Higgs et un détective privé afin de préparer le procès à venir. Nancy Oakes, l'épouse de De Marigny, va engager de nombreux spécialistes, dont un détective privé américain à la très bonne réputation. Une armada d'experts va examiner toutes les pièces à conviction de l'accusation afin de prouver que les enquêteurs ont mal fait leur travail et qu'ils ont tiré des conclusions un peu trop hâtives pour accuser un homme innocent. C'est dans ce tribunal que tout se jouera. Le jury, le procureur, le juge Oscar Daly, la barre où seront interrogés les témoins. Soit Alfred De Marigny est déclaré coupable et il sera pendu, soit il est innocenté et il repartira en homme libre. De Marigny est appelé à la barre et pendant des heures, les preuves contre lui seront énumérées. La plaidoirie sera basée sur la vengeance, la haine et l'appât du gain. L'accusation va admettre qu'elle ne dispose pas de preuves accablantes, mais de plusieurs éléments qui, mis bout à bout, prouvent la culpabilité de De Marigny. Adderley va user de son savoir-faire pour progressivement passer la corde autour du cou de l'accusé. Il va insister sur le fait que De Marigny ne s'entendait pas du tout avec son beau-père Harry Oakes, qu'il n'a aucun alibi au moment du meurtre, qu'il présentait des traces de brûlure et qu'il n'a pas pu présenter la chemise qu'il portait le soir du crime. Pour l'accusation, la mort de Oakes permettait à De Marigny d'empocher le pactole par le biais de son épouse. L'accusation dépeint au jury un portrait de De Marigny peu favorable. Harold Christie est ensuite appelé à la barre. Mais suite à l'interrogatoire mené par la défense, il ne parviendra pas à convaincre l'assemblée présente dans la salle du tribunal. Le passage de Christie à la barre a été très particulier. Il réfléchissait très longtemps avant de répondre aux questions et il semblait sous pression et très stressé à l'idée d'être là.
Il va être mis en grande difficulté à 2 reprises en particulier, en déclarant qu'après avoir découvert le corps, il va poser la tête de Hawks sur l'oreiller pour essayer de lui faire boire de l'eau. Mais il semblait évident que la victime était morte à ce moment-là, après avoir succombé à une agression extrêmement violente. Ça n'avait aucun sens. L'autre élément concerne la nuit du meurtre. Christie déclare qu'il dormait dans sa chambre, mais un officier de police certifie avoir vu passer une voiture dans le centre de Nassau avec Christie sur le siège passager. Le témoignage de Christie fait vaciller l'accusation, qui va devoir redoubler d'efforts pour convaincre le jury de la culpabilité de De Marigny. Et elle espère y parvenir grâce à une empreinte digitale que l'on appellera la pièce à conviction J. Cette empreinte digitale était censée prouver la culpabilité de De Marigny. L'empreinte digitale a été découverte par l'inspecteur Barker sur le lieu du crime et ne sera présentée à la cour qu'en fin de procès. Pour l'accusation, cette pièce à conviction place De Marigny sur les lieux du crime au moment du meurtre et indique au jury la seule chose qu'il doit savoir. De Marigny est coupable, sans aucun doute. Mais pour la défense, la pièce à conviction J est invalide, ce qui sera confirmé suite à une analyse approfondie. Cette empreinte ne figure pas sur le compte-rendu de l'inspection du lieu du crime. Elle n'a d'ailleurs pas été prise en photo sur le paravent. Barker, qui a laissé son appareil photo à Miami, n'a pu photographier l'empreinte soi-disant trouvée sur le paravent de soie. Il était très suspect qu'une preuve indiquant clairement la présence de De Marigny sur les lieux du crime au moment des faits, et donc sa culpabilité, fasse son apparition aussi tard dans le procès. Bien qu'ayant été retrouvée sur un paravent de soie tissée, cette empreinte est parfaitement intacte. Cette empreinte était trop précise, pour être honnête. L'empreinte était très propre, presque parfaite. Le fait qu'elle ait été prélevée sur le tissu du paravent est impossible, car l'obtention d'une telle netteté n'est envisageable que sur une surface parfaitement lisse. La défense de De Marigny passe à l'attaque. Barker semble mal à l'aise au moment de son passage à la barre et ne parvient pas à répondre clairement aux questions qui lui sont posées. Les preuves apportées par Barker ont été écartées une à une, ce qui a mené le jury à rapidement comprendre que l'accusation ne tenait pas debout. La pièce à conviction J ne provenant pas du lieu du crime, où Barker s'est-il procuré l'empreinte digitale de De Marigny? Le plus simple et classique était de récupérer l'empreinte sur un verre. Acculé, Barker, pour lier De Marigny au crime, a très probablement récupéré son empreinte digitale sur le verre qui lui a été offert lors de son premier interrogatoire. Puis il va ensuite déclarer qu'il l'a prélevé sur les lieux du crime. La défense est parvenue à prouver que l'empreinte prélevée par Barker ne venait pas de l'endroit où il disait l'avoir trouvée. Et cela a remis en cause toute l'accusation. Aux yeux des jurés, l'enquêteur américain ne disait pas la vérité, ce qui les a amenés à remettre en question toutes les preuves dévoilées par l'accusation au cours du procès. L'accusation était à terre et n'allait pas s'en relever. Petit à petit, l'accusation est réduite à néant. Et il n'y a plus aucune preuve susceptible d'envoyer De Marigny à la potence. Nassau aux Bahamas. Le procès de 22 jours d'Alfred De Marigny touche à sa fin. Le jury vient de rendre son verdict. De Marigny est déclaré non coupable à l'unanimité et ressort du tribunal en homme libre.
mais il est cependant contraint de quitter l'archipel et de retourner sur son île natale, l'île Maurice. De Marigny est innocenté, mais contraint de quitter les Bahamas. De nombreuses questions vont rester sans réponse, dont deux très importantes. Pourquoi le duc de Windsor a fait venir ses propres enquêteurs? Et leur a-t-il directement demandé de faire accuser de Marigny? Le fait de faire venir des enquêteurs de Miami a été une preuve de négligence de la part du duc de Windsor. Il aurait logiquement dû faire appel aux autorités de son propre pays pour mener cette enquête. Certains disent que ce choix était prémédité, et j'en suis intimement persuadé. Barker et Melsham sont probablement arrivés avec les meilleures intentions du monde. Mais je pense que la pression sur le terrain était telle qu'ils ont été contraints de faire ce qu'il leur a été demandé de faire. Ils se sont exécutés sans poser de questions et sans fouiller là où tout policier digne de ce nom aurait fouillé. Le duc de Windsor a clairement tenté d'influencer l'enquête en faisant appel à Melsham et Barker et en les dirigeant vers de Marigny. Il a voulu que l'enquête soit bouclée au plus vite afin qu'elle ne prenne pas trop d'ampleur. Le duc de Windsor est alors impliqué dans de nombreuses activités dont il aurait dû rester éloigné, comme le blanchiment d'argent et la fréquentation de cercles peu recommandables pour une personne liée à la couronne britannique. Une véritable enquête aurait causé de gros ennuis au duc de Windsor, qui a voulu clore le dossier rapidement pour se sortir d'affaire et éliminer de Marigny par la même occasion. Il est intéressant de constater que plusieurs années après le meurtre, le duc a tenté de porter préjudice à de Marigny de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Alfred de Marigny ne livrera sa version des faits qu'après la mort du duc de Windsor. Aujourd'hui encore, nombre de personnes sont persuadées que le duc de Windsor a tenté d'influencer l'enquête sur la mort d'Harry Hawks. Car une véritable enquête aurait pu mettre en lumière de nombreuses révélations compromettantes. Édouard VIII, le duc de Windsor, ne démentira jamais son soutien aux nazis. Après la guerre, au cours d'un dîner, il aurait déclaré à une femme « Hitler et les nazis n'ont fait qu'essayer d'éloigner les tentacules juifs du pouvoir allemand ». Cela montre à quel point cet homme était un admirateur et fervent partisan du régime nazi. Quelles que soient les raisons expliquant le comportement troublant du duc de Windsor, une question reste sans réponse. Qui est à l'origine du meurtre de Harry Hawks? Monsieur Hawks était très connu aux Bahamas. Il était impliqué dans de nombreux négoces et avait placé ses œufs dans beaucoup de paniers différents. L'élite locale craignait que Hawks quitte les Bahamas et emporte avec lui sa fortune personnelle, ce qui aurait ruiné l'archipel. De nombreuses personnes auraient connu la faillite suite à ce départ, car elles vivaient au crochet de Hawks. Elles dépendaient de sa présence sur l'archipel. Les coupables du meurtre de Harry Hawks n'ont jamais été traduits devant la justice, grâce à l'intervention du duc de Windsor, probablement. L'affaire ne sera jamais résolue. Il ne fait aucun doute que le duc de Windsor s'est vu demander de garder l'affaire sous contrôle. C'est d'ailleurs très rapidement devenu un sujet tabou sur l'île. D'après moi, ce n'est qu'une affaire entre entrepreneurs locaux qui a pris des proportions démesurées et s'est mal terminée.